Ok, bon, allez. Alors, je vais commencer par remercier l'IFPSS de nous accueillir ce soir dans cet amphi, et puis l'association Calciné qui filme cette conférence une fois de plus, qui permettra justement aux gens qui n'ont pas pu se libérer ce soir de pouvoir avoir quand même la conférence. Alors, comme annoncé dans le document de présentation de cette conférence, il s'agira pour nous, dans un premier temps, de revenir brièvement sur l'importance pour la découverte psychanalytique des figures hystériques que Sigmund Freud a rencontrées au cours de sa clinique. Nous partirons de ce contexte scientifique pour expliquer pourquoi l'idée qui stipule que toutes les femmes sont des hystériques est bien ancrée dans l'imaginaire collectif encore aujourd'hui. Nous prendrons ensuite le contre-pied de cette idée reçue, et ce sera notre thèse. Les femmes sont loin d'être toutes des hystériques. Au contraire, l'hystérie nuit gravement à la féminité. Pour appuyer cette démonstration, nous reviendrons rapidement sur les conclusions des deux premières conférences que nous avions présentées sur le thème de la féminité, la place de la femme dans la société, et puis féminité et maternité que j'avais pu présenter avec Sandy Villain qui est ici parmi nous. Puis nous reviendrons sur un point conceptuel, celui de l'hystérie, et nous verrons que pour la psychanalyse, le terme d'hystérie recouvre au moins trois réalités. En conclusion, nous réaffirmerons notre thèse en mettant en lumière ce qui pourrait aujourd'hui être le chemin d'une féminité moderne assumée et donc épanouie. Il vous sera ensuite proposé de poser des questions, de revenir sur des points d'analyse ou de faire des remarques dans l'esprit du débat scientifique. Alors, la première partie, toutes les femmes sont des hystériques. Encore aujourd'hui, nous entendons dire que toutes les femmes sont des hystériques. Et ceux qui le pensent, aussi bien des hommes que des femmes, connotent cette attribution de l'hystérie à la féminité de façon très péjorative. Si d'emblée nous pouvons dire que cette idée largement répandue qui fait un parallèle entre l'hystérie et la féminité est fausse, il convient de nous attarder sur la logique de cet argumentaire et sur ses causes. Les causes sont à chercher du côté de l'histoire de la psychiatrie et de la naissance de la psychanalyse elle-même. Vous savez probablement que Sigmund Freud, médecin viennois de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, invente la psychanalyse, il découvre l'inconscient et révolutionne ainsi la pensée moderne. Avec l'interprétation des rêves, avec la psychopathologie de la vie quotidienne, avec la compréhension des pathologies mentales comme conflits intrapsychiques, Sigmund Freud crée un champ théorique que Jacques Lacan réactualisera lors de son fameux séminaire. Aujourd'hui encore, la psychanalyse existe comme champ de savoir inédit. C'est de cette découverte intellectuelle que nous tirerons à la fois les explications permettant de comprendre pourquoi le sens commun a cru en un lien fort entre l'hystérie et la féminité, et à la fois les arguments permettant de défaire cette idée reçue. Ainsi, lorsque Freud se lance dans ce nouveau protocole qui est la cure analytique, après avoir compris l'inefficacité de l'hypnose, alors pratiquée sur des hystériques, il va recevoir un grand nombre de patientes. Ces patientes, dont les symptômes permettent de diagnostiquer des troubles hystériques, prennent une grande place dans la recherche freudienne et peu à peu, une corrélation se fait entre femmes et hystérie. Notons que ce que Freud n'a jamais eu à traiter de patients hystériques, de patients hommes, et sa clinique ignore que l'hystérie peut être masculine. Nous savons aujourd'hui que bien des hommes peuvent être de structure hystérique et peuvent aussi s'engager dans un discours hystérique, comme nous allons le voir. Du reste, Sigmund Freud pense retrouver un grand nombre de similitudes entre identité sexuelle féminine et hystérie. Parmi ces similitudes, le rapport oedipien au père, la place du corps et ce que Freud mettra en avant comme la passivité dans la relation sexuelle et la jouissance féminine. Sa méconnaissance de la féminité, qu'il résume à l'envie de pénis, le pousse à croire que l'hystérique est un modèle identitaire féminin. Néanmoins, avec la relecture théorique de Jacques Lacan, un certain nombre de points d'incompréhension ont été réglés
et l'apparente similitude entre hystérie et féminité a été battue en brèche. Donc, le rôle de la vulgarisation dans la pensée freudienne. Pourtant, le savoir lacanien, à la fois radical et absconce, n'est pas à la portée de tous. Il faut à l'intellectuel un travail acharné pour le comprendre. La popularisation de la psychanalyse se passe ainsi trop souvent de cet apport, l'apport lacanien, pourtant essentiel. Et puis, cette popularisation glisse lentement dans une vulgarisation qui désarime le concept de sa réalité formelle pour lui donner une saveur totalement imaginaire. C'est le cas de nombreux concepts psy passés dans le langage courant. Cette vulgarisation a amené une confusion des sens, une confusion largement médiatisée. C'est donc parce que la découverte freudienne a été vulgarisée et médiatisée dans des revues non spécialisées par des journalistes peu rigoureux que le mythe de la femme hystérique a vu le jour. Notons que la vulgarisation du savoir est toujours une erreur. La vulgarisation part du principe que les choses complexes peuvent être simplifiées à l'envi sans perdre de leur vérité, ce qui est faux. Cela part également du principe que ceux à qui on s'adresse, en vulgarisant, ne sont pas en mesure de comprendre la vérité d'un savoir que l'on juge trop compliqué pour eux. C'est là une erreur éthique que je ne ferai pas ce soir. L'éthique voudrait au contraire que l'on s'adresse toujours à l'intelligence de son public et non que l'on fasse a priori le pari de son incompréhension. Cependant, pour des raisons commerciales, toutes ces revues et émissions de vulgarisation et même certaines formations psy se sont attachées à simplifier toujours à l'excès la théorie psychanalytique et ont fait naître l'idée de cette femme hystérique, idée que nous dénonçons ce soir. Plus dangereux encore, cette vulgarisation a poussé l'erreur jusqu'à faire de l'hystérique un modèle de l'identité féminine. Encore aujourd'hui, dans ce que l'on appelle la presse féminine, nous trouvons une certaine inclinaison à réduire la féminité à la phénoménologie hystérique. Cette même erreur est au cœur de bien des revendications dites féministes, ce qui a pour effet à la fois de dissoudre un certain nombre de ces revendications féminines dans un discours hystérique et du coup de délégitimer et donc de faire échec à ces revendications qui sont pourtant souveraines. Voilà, nous arrivons à la deuxième partie. Rappel donc de ce que c'est que la féminité. Nous avons vu, à partir du savoir de la psychanalyse lacanienne et post-lacanienne, lors des deux conférences précédentes, en quoi l'identité féminine moderne s'attelait. Pour être succinct, nous rappellerons que cette identité est à construire dans des limites qui vont bien au-delà des limites phalliques, c'est-à-dire des limites de la construction masculine. C'est ce que Jacques Lacan expose en disant que la femme n'existe pas. En mettant donc une barre sur le L de la femme, il indique qu'il n'y a aucun chemin identitaire préalable à l'identité féminine, ce qui veut dire que la féminité, ça s'invente, qu'elle est création de chacun des sujets qui se revendiquent en tant que femme. Il n'y a donc aucun modèle féminin a priori dans les sociétés modernes. C'est-à-dire que dans les sociétés où le genre féminin a été libéré de sa condition, et donc des éléments culturels constitutifs les plus prégnants, cette féminité s'invente. C'est dans la modernité que les femmes s'inventent elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles s'inventent une identité propre à un genre sexuel, le féminin, c'est-à-dire qu'elles font acte de création subjective quant à leur féminité. Évidemment, cette féminité ne se fait pas à nihilo, ne se fait pas à partir de rien. La féminité de l'enfant-fille se tisse d'abord lors de son rapport à la mère.
Cette féminité sera à l'adolescence largement organisée autour des modèles médiatiques reliés par l'industrie de la mode, de la musique, du cinéma, de la publicité et bien sûr des revues dites féminines. Cette féminité, nous l'avons vu, est toujours liée au désir de l'autre, c'est-à-dire que la féminité répond à l'exigence de séduction. C'est ce que la petite fille comprend très vite en chipant à sa mère ce qui plaît à cet autre qu'est le père. Un certain nombre de ces accessoires, à commencer par les chaussures. On a tous vu les petites filles de 3-4 ans, dès qu'elles commencent à savoir marcher, récupérer les chaussures de leur maman pour pouvoir les porter. Nous avons vu que le sujet féminin constitue sa féminité en faisant usage d'objets à la fois caractéristiques du genre féminin et à la fois dotés de ce que nous appelons en psychanalyse une brillance phallique. Cette brillance phallique est ce qui va rendre désirable le sujet qui se l'octroie. Nous connaissons tous ces objets, maquillage, vêtements, sous-vêtements, accessoires, coiffure, seins, implant mammaire, ce sera le sujet de notre 4e conférence l'année prochaine. Il y a aussi donc des objets qui ne sont pas des objets objectaux, des objets attitudinaux, c'est-à-dire des attitudes qu'un sujet féminin va mettre en avant afin de se déterminer en tant que sujet féminin. Parmi ces attitudes, le sociologue Pierre Bourdieu, qui a beaucoup travaillé sur la féminité, découvre la docilité, c'est-à-dire la capacité à être ce que l'autre veut que l'on soit. Docilité qui tire de son latin docilis, qui veut dire être malléable. Cette capacité attitudinale, particulièrement féminine, expliquerait, selon le sociologue, également pourquoi les filles réussissent mieux à l'école que les garçons. Elles sont plus promptes à répondre aux désirs de leurs professeurs. Mais les filles développent ainsi d'autres traits de caractère qui leur sont propres. Elles évitent par exemple de rentrer en concurrence avec les hommes sur des thématiques qui sont socialement attribuées à la gente masculine. Une femme préfère ne pas se mettre en avant, elle préfère passer pour moins intelligente, elle ne rivalisera jamais d'un point de vue physique avec un homme. Elle évite le conflit le plus possible, etc. etc. Voilà dressé à grands traits ce que le courant analytique peut mettre en avant de ce qui est du registre de la féminité. Et nous voilà arrivés à notre 3e partie, l'hystérie. Donc voyons maintenant ce qu'il en est de l'hystérie. En psychanalyse, comme je le disais, le terme d'hystérie renvoie à 3 réalités. Donc, c'est 3 réalités conceptuelles, une hystérie structure, une hystérie phénoménologique ou symptomatologique, et le discours hystérique. Alors, l'hystérie de structure. Concernant l'hystérie de structure, cela renvoie au mode dont le psychisme humain est structuré. Par structure, le grand dictionnaire de la psychologie de Larousse nous dit que c'est un ensemble ordonné et autonome d'éléments interdépendants dont les rapports sont réglés par des lois. En psychanalyse, le terme de structure renvoie au fonctionnement psychique, fonctionnement qui dépend de comment s'est structurée la psyché du sujet à travers son histoire précoce. C'est ce que nous appelons le structuro-fonctionnalisme. La psychanalyse met en évidence 3 grands types de structures dans lesquelles nous avons une seule place. La névrose, la perversion et la psychose. Parfois, nous trouvons en plus une 4e structure qu'on appelle l'autisme. Le sujet choisit inconsciemment, plus ou moins précocement, une structure. Et ce choix inconscient dépend en fait des options que le sujet prend lors de la genèse de sa psyché. À chaque fois qu'il est confronté aux difficultés qui sont inhérentes de sa condition d'être humain. Ces difficultés ont été listées par Sigmund Freud comme étant des stades, stade oral, stade anal, stade phallique.
Donc, cette structure du sujet va conditionner pour toujours son mode de fonctionnement psychique, son rapport au désir, son rapport à la loi, son rapport au langage, son rapport au corps, son rapport aux autres, etc. Les structures sont des rapports psychiques du sujet au monde, c'est-à-dire des façons que le sujet a de se constituer un ensemble signifiant du sujet, c'est-à-dire une façon de voir, de concevoir et d'interpréter le réel. En effet, le réel est toujours interprétable et c'est subjectivement, au sein de la psyché structurée, que cette interprétation s'opère. Au sein de la névrose, il n'existe que 2 structures. On a longtemps cru qu'il existait 3 structures en fait. On a pensé avec Freud qu'il y avait donc la structure hystérique, la structure obsessionnelle et la structure phobique. En fait, on s'est rendu compte très récemment que la structure phobique n'existait pas. On avait des traits phobiques, mais on était forcément soit névrosé, soit obsessionnel. On pouvait être phobique en plus. Donc en fait, 2 structures du côté de la névrose obsessionnelle et névrose hystérique. La structure hystérique se caractérise par différents aspects de la personnalité qui influencent la mise en acte du sujet hystérique. Nous allons voir donc ces particularismes lorsque nous traiterons de la phénoménologie hystérique et du discours hystérique. Nous tenons tout de même à préciser immédiatement que le fait que le sujet soit de structure hystérique ne signifie pas qu'il soit malade. Les structures ne sont pas des pathologies. Donc la phénoménologie de l'hystérie. Phénoménologie, ça vient de phénomène, hein, c'est comment on peut voir ce que c'est qu'une structure, c'est ce qui apparaît, quoi, hein. Donc la phénoménologie de l'hystérie. La littérature spécialisée relate de nombreux phénomènes comportementaux attribués à des hystériques. Cette fois, l'hystérique est vue en psychiatrie souvent comme une pathologie psychique que l'on a un temps cru physiologique. Certains textes relatant de l'hystérie comme pathologie remonteraient à l'Égypte ancienne. Mais plus sûrement, c'est au XIXe siècle que la médecine commence à s'intéresser aux symptômes hystériques. Phénoménologiquement, cette hystérie du XIXe siècle se caractérise par des troubles comportementaux tels que des crises d'excitation émotionnelle ou d'évanouissement qui peuvent être contagieux. Ça, c'est assez hallucinant pour des troubles psychiques. Il y a une contagion. Ils peuvent être contagieux d'une hystérique à une autre ou d'un hystérique à un autre. Mais là, au XIXe siècle, tous les sujets hystériques sont des sujets féminins. D'où le trouble, hein. Donc d'autres troubles tout aussi spectaculaires laissent les médecins perplexes. Il s'agit de troubles que Sigmund Freud mettra en lumière comme étant dus à une conversion. Le sujet hystérique a en effet la particularité de faire rejaillir sur le corps un conflit qu'il ne parvient pas à résoudre psychiquement. Sigmund Freud va analyser un grand nombre de conversions qui suivent toujours le même modèle. Il donne à voir ce que l'hystérique vit inconsciemment sans pouvoir se l'avouer. Une hystérique sera atteinte de surdité sans cécité organique alors que l'homme qu'elle aime, d'un amour impossible, est hors de la maison qu'elle occupe. Et dès qu'il revient, elle réentend, mais elle perd ainsi l'usage de la main qui lui permet d'écrire de si longues lettres à son amant quand il est loin. La conversion, contrairement à la psychosomatique, a toujours quelques mystères à révéler et le jeu de Sigmund Freud sera celui d'un Sherlock Holmes de l'âme. La conversion en tant que mécanisme de défense est caractéristique de l'hystérique. Ce qui n'est pas le cas des autres symptômes hystériques, car l'hystérique est également capable de modéliser les autres symptômes pathologiques et de les reproduire comme si elle en souffrait elle-même. Ainsi, la littérature parle d'hystérique qui, au contact de fous, se mettrait à délirer elle aussi. En examinant ces cas de plus près, les psychiatres se sont aperçus que l'hystérique ne délire pas, elle théâtralise le délire et l'imite à la perfection. De même, la phénoménologie hystérique a beaucoup évolué avec les époques.
Si au XIXe siècle, comme je le disais, l'hystérique pouvait se caractériser par des évanouissements et des crises très mouvementées, la phénoménologie hystérique a évolué et aujourd'hui, au XXIe siècle, vous ne trouverez plus d'hystérique s'évanouissant ou hurlant à la mort en agitant les bras et la tête. La phénoménologie contemporaine de l'hystérie consiste plus en verbalisation n'ayant comme objectif que la critique non constructive de tout ce qui vient d'une autorité et plus particulièrement d'une autorité en rapport au savoir ou au pouvoir. L'hystérique ne s'évanouit plus au XXIe siècle, elle cherche le conflit, elle cherche l'embrouille, elle repère chez l'autre la moindre faille et va jouer la contradiction la plus absolue. Cette crise hystérique est ainsi multiforme, elle dépend du contexte culturel dans lequel elle se déploie. Cette crise peut être définie cependant par un débordement affectif en rapport à une position de déplaisir où l'autre est perçu comme étant en mesure de porter un discours d'autorité sur le sujet hystérique lui-même. Ce discours d'autorité, qu'il soit du discours du maître ou du discours universitaire, donne l'apparence au sujet hystérique d'y être enfermé. Or, l'hystérique est un sujet qui se revendique libre. Libre de toute supériorité, libre de tout savoir capable de l'appréhender, libre de toute relation amoureuse, mais finalement prisonnier de sa propre revendication de liberté. C'est ainsi dans cette impasse de revendication que le sujet hystérique se retrouve le plus visiblement. Cette revendication se trouve être l'une des principales composantes de ce que Jacques Lacan a conceptualisé comme étant le discours hystérique. Donc voyons un petit peu maintenant ce qu'est ce discours hystérique. Jacques Lacan a conceptualisé à partir de son séminaire, le numéro 20, qui s'appelle encore, une théorie du lien social qui est encore aujourd'hui l'une des réalisations les plus intéressantes pour comprendre la société. La théorie des 4 discours permet en effet de comprendre les interactions des sujets et du coup les rapports sociaux. Cette quête de sens du sujet humain, son rapport à la jouissance, la réalisation de ses conduites, son fantasme, son symptôme, trouve à s'expliquer à la lumière des discours. Ces discours s'articulent l'un à l'autre selon des positions que prennent 4 éléments. Je les ai écrits au tableau. Donc ces 4 éléments, S1, S2, S barré et petit a, en faisant un quart de tour autour du mathème qu'elles forment des discours. Ces lettres prennent des places qui sont des places qui ne changent pas quant à elles, qui sont les places de l'agent, de l'autre, de la vérité et de la production. Le S1 est appelé signifiant maître. C'est de lui que se soutient le discours. Le S2 est à concevoir comme le savoir. Le S barré, c'est le sujet. Le A est à mettre directement et dialectiquement en lien avec le désir, qu'il soit donc objet de désir ou cause de désir, c'est ce que nous appelons en psychanalyse l'objet plus de jouir. Parmi ces 4 discours, celui qui nous intéresse ici est le discours de l'hystérique. Notons que ce discours n'est pas réservé aux femmes et qu'il n'est pas réservé aux sujets de structure hystérique non plus, même si effectivement il relate bien le rapport de l'hystérique au maître. Le discours de l'hystérique s'écrit en plaçant le sujet en position d'agent. C'est-à-dire c'est celui qui va fonctionner, c'est le sujet qui agit. Le sujet en position d'agent s'adresse, par la petite flèche que vous voyez, au S1, c'est-à-dire qu'il s'adresse au maître. Le sujet hystérique s'adresse toujours au sujet qui est en position de maître. Le sujet qui est en position de maître, par la petite flèche qui passe vers le S2, est censé produire un savoir qui doit répondre à la question existentielle de l'être de l'hystérique, question existentielle qui se trouve localisée au niveau du petit a, qui est en dessous du S barré. Ce qui est en dessous de la barre, c'est de l'ordre de l'inconscient, c'est ce qui est caché. D'accord ? Donc on a une dialectique qui est du S jusqu'au S1, c'est-à-dire le discours de l'hystérique s'adressant au maître, le maître étant incarné au niveau du S1, le maître
par la petite flèche qui descend vers le S2, c'est le maître qui produit du savoir. D'accord ? Le maître produit un savoir en réponse à la question de l'hystérique. Or, ce savoir-là, le S2, il ne répond pas à la vérité, petit a, la vérité du sujet hystérique, il répond à sa réalité telle que lui le comprend. Donc, vous voyez qu'il y a un ratage qui se fait au niveau du discours hystérique. Alors, le porteur du discours hystérique ne s'adresse pas au grand autre social. Il s'adresse à un, il s'adresse au maître, au S1. Il s'adresse à ce qu'on appelle un petit autre. Okay ? C'est-à-dire que ce discours ne fait pas la critique de la société. Le discours hystérique ne critique pas la société, comme pourrait faire l'universitaire ou l'intellectuel. Non. Le porteur du discours hystérique s'attaque à une autre personne qui porte à ses yeux les attributs du maître. Un maître d'ordre ou un maître de savoir. C'est ce maître que le tenant du discours hystérique va mettre en échec. Donc le maître est hystérique. Ce que dit le maître n'a que peu d'importance pour le sujet hystérique ou en tous les cas pour le tenant du discours de l'hystérie. Ce qui fait jouer à ce tenant du discours est de porter la contradiction à la fois sans une dialectique argumentaire construite et à la fois sans même chercher une quelconque objectivité dans ses propres propos, ce qui rend ce discours souvent ridicule. Le discours hystérique est toujours pavé de mauvaise foi et souvent empreint de plainte. La plainte étant le reproche qui est fait à l'autre en tant que composante majeure du discours hystérique. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'autre ne répond pas, le discours hystérique tombe. Cette relation duel, hystérique-maître, n'est pas sans rappeler la triangulation oedipienne dans laquelle le maître est confondu avec le père. Ainsi, si l'hystérique s'en prend si résolument au maître, c'est par amour d'un père qui est imaginairement idéalisé. Pourtant, derrière le statut social du maître, se découvre un homme. Derrière chaque maître, il y a un homme, et un homme n'est pas tout puissant. La psychanalyse, elle met l'accent sur le fait que le sujet soit castré, un homme étant un sujet, un homme étant castré. La castration, qui est une castration symbolique, c'est-à-dire finalement que l'homme est désirant. À partir du moment où l'homme est désirant, cela veut dire qu'effectivement, il ne va pas pouvoir répondre de façon tout à fait objective à la question que le tenant du discours hystérique lui porte. Cela signifie que son savoir, son pouvoir, tout comme son être, est manquant. Et cela veut surtout dire que, quel que soit son savoir ou son pouvoir, le maître n'a pas de réponse totale à la question de la vérité qui lui est posée par le discours hystérique. Or, cette vérité, c'est ce qui intéresse au plus haut point le sujet hystérique. Ce qui est de l'ordre de la plainte, dans le discours de l'hystérique, témoigne de cette rencontre impossible d'avec un vrai maître, un maître tout-puissant. Alors, adresser la question au maître sans qu'il ne puisse y avoir de réponse fait de ce maître un impuissant. Sigmund Freud est d'abord surpris lorsqu'il entend ses patientes hystériques se plaindre de l'impuissance sexuelle de leurs amants. Mais il se rend vite compte que ces impuissances ne sont tout simplement que fantasmées par les hystériques. Ainsi, la jouissance du discours de l'hystérique, cette jouissance de la plainte, à la fois portant sur le corps propre de l'hystérique, beaucoup d'hystériques se plaignent, j'ai toujours mal quelque part, mal au corps, et à la fois portant sur l'impuissance des partenaires sexuels. Donc cette double plainte rejoint sa frustration sexuelle et affective. En conclusion, j'étais rapide, en conclusion, c'est pour laisser plus de place au débat. Si la rencontre de l'hystérique et du maître est toujours impossible, parce que le maître est toujours un faussaire aux yeux de l'hystérique, la rencontre de la femme avec l'homme est quant à elle possible. Possible, ça ne veut pas dire que ce soit facile, mais possible.
L'hystérique voit la béance du maître. Elle voit son impuissance. Mais lorsque la femme voit le manque de l'homme, elle voit la capacité qu'il a de la désirer elle. C'est là la différence majeure de la position féminine d'avec la position hystérique. L'hystérique voit tous les défauts de l'homme et le déteste pour n'être pas parfait, pour n'être pas à la hauteur de son fantasme. Une femme voit tous les défauts de l'homme et elle apprend à s'en servir pour entrer en relation avec lui. Là où l'hystérique conçoit la relation comme impossible du fait de l'incomplétude, de l'imperfection ou de l'inabsolu de l'homme, qu'elle fantasme toujours comme un maître, la femme se fantasme comme sujet qui pourrait bien remédier à cette incomplétude. Elle ne pense le couple que comme complémentarité d'avec l'homme, là où l'hystérique voit une rivalité. La femme est capable de se réinventer psychiquement et même parfois physiquement pour plaire à celui qu'elle désire, là où l'hystérique reste rigidifié dans un absolu jamais atteint. La femme jouit d'être désir de l'autre, là où l'hystérique jouit de la découverte du défaut de l'autre. La femme jouit de la rencontre, là où l'hystérique jouit de l'échec de cette rencontre. Ainsi, nous l'avons vu, je terminerai sur ça, que non seulement la féminité et l'hystérie ne vont pas de pair, mais bien au contraire, une position hystérique trop affirmée nuit gravement à une féminité épanouie. Merci. Comment est-ce que vous pourriez définir une hystérique de nos jours? Est-ce que c'est un cas, c'est pathologique? Qu'est-ce que c'est? D'accord, je revenais sur les 3 points, au moins 3 points de définition du concept même de l'hystérique. Pour la psychanalyse, je disais que c'est à la fois une structure. À partir du moment où c'est une structure, c'est pas de l'ordre de la pathologie. On peut être de structure hystérique et pas être pathologiquement hystérique, d'accord? Mais par contre, ça peut être aussi phénoménologiquement hystérique, c'est-à-dire effectivement un trait de caractère qui fait que la personnalité tombe dans ce qu'on appelle l'hystérie. Et puis, 3e point, c'est le sujet qui utilise le discours hystérique. À partir de là, le discours hystérique il peut être utilisé par n'importe quelle personne ayant une structure différente. La plupart du temps, ce sont des névrosés. Un bon obsessionnel peut de temps en temps utiliser le discours hystérique. Notamment, on sait que sur le divan, quand on commence à cure, on a ce genre de discours de plainte qui s'apparente au discours hystérique, qu'on soit obsessionnel ou pas. La question est de savoir quel combat on mène, si c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, l'hystérique cherche l'embrouille. Mais chercher l'embrouille, l'universitaire peut le faire aussi. C'est chercher l'embrouille pour chercher l'embrouille, ça, seul l'hystérique peut le faire. Ce qui intéresse l'universitaire, le tenant du discours universitaire, c'est de les mettre en contradiction. Par exemple, Sartre a dit ça, oui, mais Spinoza a dit ça. Alors, lequel a raison? Ça, c'est le travail de l'universitaire. D'accord? Le travail de l'hystérique, c'est pas tout à fait ça. Le travail du tenant du discours de l'hystérique, c'est pas de chercher une vérité quelconque de l'ordre du savoir, c'est de chercher une vérité sur son être. Et à ce moment-là, l'autre ne peut jamais y répondre de façon réelle, que ce soit un maître de savoir comme un maître d'autorité, un homme politique ou un grand universitaire ou un intellectuel. La question de la subjectivité, la question de la réponse à notre vérité inconsciente, elle nous appartient à nous. On peut pas la médiatiser par la parole d'un autre. C'est pour ça que sur le divan, lors de la cure analytique, le psychanalyste est censé se taire. C'est là qu'il est le plus efficace. Oui, mais bon, on peut dire qu'en même temps, l'identité, elle se construit aussi à travers l'autre. C'est-à-dire qu'on peut se demander si, tu parles du discours universitaire, comment on cherche la vérité, etc. Mais on se cherche aussi soi-même. C'est pas la vérité dans l'abstraction, c'est dans l'absolu. Ici, dans ce cas, même les universitaires auraient un côté hystérique. Même si
Je ne sais pas par quoi commencer de tout ce que tu as dit. Commençons par la fin. Je dirais non. Non, le discours universitaire et le discours hystérique sont vraiment des discours différents. Même si... Bon, non, je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, le tenant du discours universitaire, j'ai même presque envie de dire le tenant du discours scientifique, a tendance à s'oblitérer, il a tendance à disparaître derrière son discours. Par exemple, il est clair que E égale MC2, il se trouve que c'est Albert Einstein qui l'a dit, mais on s'en fout. C'est ça le truc, c'est que finalement, le propre du tenant du discours universitaire, c'est que la vérité de son sujet, elle est oblitérée par le savoir qu'il émet, qui est un savoir universel. C'est ça la question d'universalité du discours. Donc il se trouve, et c'est ça qui intéresse le psychanalyste par exemple, que c'est Albert Einstein qui a découvert le truc. Et le psychanalyste va s'interroger sur savoir pourquoi Albert Einstein a découvert le truc, comme le psychanalyste s'intéresse pourquoi Freud a découvert la psychanalyse. Ça, c'est des questions qui intéressent le discours analytique. Mais le discours scientifique, il se passe de savoir qui a découvert ceci ou qui a découvert cela. On s'en fout du désir du chercheur. Ce qui intéresse le discours universitaire, c'est le savoir du chercheur. Ce qui intéresse le tenant du discours hystérique, c'est pas le savoir universel, c'est le savoir sur soi. Et voilà, exactement. Et ça, effectivement, le maître peut y répondre. Là, par exemple, en prenant la position d'un conférencier, je prends la position du tenant du discours du maître. Donc, je peux y répondre d'une certaine façon, mais je ne peux pas y répondre de façon totale. À partir de là, j'échouerai toujours en tant que tenant du discours du maître, mais même en tant que tenant du discours universitaire, à répondre complètement à la question du qui suis-je, du genre est-ce que je suis bien une hystérique. C'est pour ça que je dis je ne peux pas répondre à cette question. Et là, je sauve ma peau. Je peux faire une remarque? Oui, bien sûr, vas-y. Pour revenir au début et pour simplifier un petit peu le discours, on est souvent simplement névrosé quand on est hystérique. Mais c'est quand on va décompenser cette névrose hystérique qu'on va rentrer dans le pathologique. Et donc très certainement tu es hystérique, en tout cas tu as des traits hystériques, je te rassure. Ah. Tu portes un utérus. Ah, tu parles de moi en plus. Chez les hommes, on utilise plus ce terme, on parle d'histrionie, pour faire la différence, parce qu'on porte un utérus, même si on est aussi hystérique. Et il faut essayer de voir ça un petit peu comme la difficulté de la relation au monde, aux autres, et donc on va mettre en place des stratégies de réassurance. Donc pour se réassurer, soit tu es obsessionnel et donc tu vas comme ça ranger tes affaires, voilà, ça te rassure, soit tu vas être dans la contradiction, hystérique. C'est pour ça que la phobie finalement elle est un petit peu sans. Tout ça c'est une attitude contraphobique et c'est pour ça que la phobie est sortie un petit peu de ce statut de niveau. Donc après, voilà, la névrose, tu vas bien, la névrose décompensée, tu vas pas bien, puis après tu es borderline, tu es entre la névrose et la psychose, et puis tu tombes dans le franchement pathologique avec la psychose. Donc on a tous en nous des traits hystériques, des traits obsessionnels, mais on a certainement une majorité d'obsessionnels ou d'hystériques, et très certainement, puisque tu as pris la parole la première, tu as des traits d'hystériques plus marqués d'obsessionnels. C'est l'exemple du discours psychiatrique. Et Dominique, il a vraiment, qui est médecin, il en fait part de manière experte. Au niveau de la psychanalyse, on ne va jamais jusque-là. On est bien plus... on ne va pas non plus rentrer dans... Non. On ne se permet pas de porter discours. Après, la question qui dit effectivement de la décompensation, je ne l'ai pas évoquée. La décompensation, c'est un truc particulier, c'est que quand justement les mécanismes des défenses permettent plus au sujet de lutter contre son angoisse propre. Voilà. Et selon qu'on soit de structure névrose, psychose ou perversion, on va décompenser de façon totalement différente. Chez le névrotique, par exemple, c'est-à-dire soit que ce soit de la névrose obsessionnelle ou de la névrose hystérique,
La décompensation, elle ne se fera pas par le délire. Le délire, il est simplement spécifié par une structure psychotique. Seul le psychotique est capable de délirer. C'est pas permis aux névrosés de délirer. Voilà. C'est des choses comme ça par rapport à la décompensation que je peux rajouter là-dessus, quoi. La question, c'est de savoir, dès qu'on pointe une contradiction, on essaye de préciser un point, est-ce qu'on est tout de suite dans le registre de l'hystérique, quoi. Parce que tu parles du discours de maître, si là, enfin, la question visiblement était destinée quand même à clarifier un petit peu le problème, est-ce qu'on est forcément hystérique et qu'on prend en premier la parole? Sinon, justement, on est tous conformistes et l'hystérique, ce serait celui qui a le courage de prendre la parole, etc. Non, justement, voilà. C'est bien que tu reposes cette question parce que ça va me permettre de faire revenir sur la différence entre discours hystérique et discours universitaire, qui finalement, j'ai envie de dire, s'opposent tous les deux au discours du maître. Mais les buts sont radicalement différents. C'est ça en fait. Celui qui cherche la petite bête peut être le tenant du discours hystérique comme il peut être le tenant du discours universitaire. D'accord ? Et j'ai même envie de dire presque le tenant du discours analytique. Mais les buts sont différents. L'objectif du discours hystérique, je le répète, c'est d'avoir une réponse concrète, formelle et totale sur la vérité de son sujet. C'est-à-dire que celui qui prend le discours hystérique s'attend à ce que l'autre lui révèle la réalité totale de ce qu'il est, ce qui est de l'ordre de l'impossible. Ce qui fait finalement toujours échec à la fois au savoir, qui reste un savoir concret, et au tenant de ce savoir, c'est-à-dire finalement le maître. Okay ? Donc le discours hystérique a comme vocation à savoir quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible, et il a comme effet à mettre le maître en position d'impuissance. D'accord ? Qui est une impuissance partielle et qui, aux yeux du tenant du discours hystérique, devient une impuissance totale. Voilà. En ce qui me concerne le discours universitaire, il cherche toujours la petite bête, si je veux reprendre cette expression-là, mais par contre, il cherche la petite bête pour la trouver. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, lui, c'est quand même d'avoir des réponses concrètes, le tenant du discours universitaire, d'avoir des réponses concrètes à ce qui relève comme étant des paradoxes au niveau du savoir. D'accord ? Par exemple, si un maître dit le tableau est blanc, le tenant du discours universitaire va dire oui, il est blanc, mais il y a quand même quelques trucs qui sont écrits en rouge dessus. Donc il va falloir compléter le savoir en disant le tableau est blanc, mais il y a des inscriptions rouges dessus. Voilà, c'est ça que le tenant du discours universitaire cherche à obtenir. Il cherche à obtenir quelque chose de l'ordre de la vérité, mais pas de la vérité sur lui-même. Il s'en fout. Il cherche à obtenir la vérité dans l'absolu, quelque chose de la vérité universelle. C'est pour ça qu'on appelle ça le discours universitaire. Universitaire, universel. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que, je suis désolée, je rentre dans un terrain politique, mais est-ce qu'un contestataire, tout simplement, est un hystérique ou pas ? Je reviens aux enjeux du discours du contestataire, c'est-à-dire en fait l'objectif final. Si c'est contesté pour contester, on est dans le discours hystérique. Si c'est contesté pour avoir une finesse dans la réponse, on est dans le discours universitaire. Voilà. Lacan, je crois que Simone de Beauvoir disait on ne naît pas femme, on le devient. Donc il y a une construction sociale de la femme. Mais je ne comprends pas ce que veut dire Lacan, parce qu'il dit d'un côté la femme n'existe pas, par contre la féminité se construit, et finalement la femme choisit de construire sa propre identité. Donc bien sûr, comme toute construction, ça ne se fait pas à partir de rien. Mais les modèles existants, tu as parlé de la mode, des magazines, etc. Dans la modernité, je veux dire, on est dans des référents qui sont toujours traditionnels. C'est-à-dire au sein même de la modernité, que lorsque je regarde, excuse-moi, un magazine de mode, ce que je vois, c'est justement la femme comme objet de jouissance. Dans la publicité, c'est la femme comme, justement, telle qu'elle a été définie très classiquement par opposition à l'homme. Donc quelle est la marge, finalement, pour une femme de se construire sa propre identité,
qu'est-ce qui lui reste concrètement et réellement comme marge de manœuvre pour se choisir elle-même en tant que sujet libre, c'est toujours par opposition par rapport à l'homme. Et finalement, la féminité, on en revient toujours là, si j'ai bien compris, Lacan entend distinguer la femme de la féminité, mais la féminité reprend finalement toutes les caractéristiques de la femme. La preuve, c'est que dans ta conclusion, tu parles de la femme. Ouais, mais tu dis beaucoup de choses en fait. Il y a des choses oui, il y a des choses sur lesquelles oui, je suis obligé de dire oui, mais après il y a des choses sur lesquelles je suis obligé de dire non. Comme tu dis beaucoup de choses, il faudrait que je prenne des notes et je réponde point par point. Je vais revenir en tous les cas sur une des remarques que tu fais, sur la femme n'existe pas, parce que ça c'est vraiment... Bon, il faut connaître la personnalité de Lacan, et Lacan c'est toujours quelqu'un qui a dit, écoutez, moi je parle qu'aux mecs intelligents, si vous ne comprenez pas ce que je dis, j'en ai rien à foutre, voilà. Et c'est un point de vue éthique que je respecte beaucoup, mais en tous les cas, il faut revenir sur la question de la femme n'existe pas. En fait, quand il dit la femme n'existe pas, il met une barre sur le là, il signifie bien que la femme au singulier n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une pluralité de féminités, et ces féminités-là, elles s'inventent à chaque naissance, à chaque femme qui arrive et qui décide d'être femme. Tu peux très bien avoir un pénis et décider d'être une femme. Tu vois, c'est vraiment, on n'est pas dans l'exactitude entre le corps biologique et le corps fantasmé. Il y a une grosse différence, hein, souvent. L'inverse est vrai. Est-ce qu'on peut naître femme et justement décider d'avoir un pénis tout à fait. Oui, exactement. On peut très bien prendre une position masculine tout en étant, pour utiliser les termes exacts, privé de pénis. C'est très possible. Le choix de l'identité sexuelle appartient au sujet, il n'appartient pas au corps biologique. Le sujet, il interprète le réel, ce que je disais, il interprète le réel, c'est-à-dire qu'il donne une dimension symbolique et imaginaire au réel. Et le réel, qu'il soit pénis ou pas pénis, on s'en fout presque. Donc, l'être qui veut s'octroyer une féminité, il en passe par le principe de la séduction, c'est-à-dire que la position féminine, elle est en parallèle au désir de l'autre, que cet autre d'ailleurs soit un homme ou une autre femme. Alors, là aussi, au niveau de l'homosexualité féminine, ça pose absolument aucun problème. Donc, quand Lacan il dit la femme n'existe pas, il pointe du doigt qu'il n'y a pas, comme du côté masculin, une position féminine obligatoire. Chez les hommes, la position masculine elle est liée au fait d'avoir confondu le pénis et le phallus. C'est que l'homme il décide que son pénis devient un phallus. Là, il est dans une position masculine et il n'y a pas d'autre position masculine différente de celle-ci. Tous les hommes, quand on dit tous les mecs sont les mêmes, c'est un peu vrai. Il y a de ça là-dedans. Par contre, toutes les femmes sont totalement différentes et on peut dire qu'il n'y a aucun ensemble de la féminité. Pas d'ensemble de la féminité. Des féminités totalement différentes. Ce qui va faire que dans une société, il y a des femmes qui se ressemblent, c'est parce qu'il y a des modèles sociétaux comme je disais, la publicité, la mode, qui font en sorte d'éduquer, de constituer un ensemble d'éléments imaginaires que les sujets en quête de féminité vont s'octroyer dans l'espoir d'avoir une brillance phallique, c'est-à-dire de plaire à l'autre. Il semble vouloir dire que l'homme, à ce moment-là, existe à cause de son phallus, de son sexe fantasmé en phallus. Oui, exactement. Pour une supériorité. Ah, je sais. Écoute, je te laisse, cette conclusion, mais en tous les cas, il est clair que pour la psychanalyse, il n'y a qu'un seul sexe, hein, c'est le phallus. Soit on l'a, soit on l'a pas. Et quand on parle du phallus en psychanalyse, on parle de l'objet du désir.
Ce qui intéresse une femme chez un homme, c'est son phallus. Attention, attention, je dis pas le pénis, je dis le phallus. Hein, c'est-à-dire finalement l'objet qui va porter un ensemble de signifiants à la fois symboliques et imaginaires. Bon, je reviens à une petite anecdote. Là, on dit souvent voilà, gros 4x4, petite queue. Hein, bon. Si vous voulez, chez l'homme, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que il a besoin de s'exprimer socialement, toujours en rapport avec cette idée de phallus, quoi. C'est qui pisse le plus loin, c'est des trucs comme ça. Vous voyez, hein? Bon. Chez la femme, il n'y a pas ce genre de truc-là. Non. Chez la femme, il n'y a pas ce genre de choses. La position féminine, elle est vraiment de l'ordre de la création et non pas de l'ordre de la comment dire, de la promotion sociale. Voilà. C'est pas les mêmes modes identificatoires. Voilà. Alors, ce qui est intéressant quand même, Lydia, pour revenir à une des conférences que j'ai pu donner, c'est qu'à un moment, quand même, tout de même, dans le rapport identitaire du sujet qui se revendique en tant que féminin à sa propre féminité, il va y avoir une rupture. Je veux dire, une rupture qui est due vraisemblablement à un réel. C'est le réel de la vieillesse. Le réel de la vieillesse, c'est-à-dire que il y a un moment où la position féminine ne peut plus s'atteler et se supporter d'être du côté de la revendication du désir de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment, la femme, elle est obligée non plus de jouer sur le désir de l'autre, elle est obligée de jouer sur l'amour de l'autre. Et là, on rentre dans quelque chose de tout à fait particulier. On n'est plus dans quelque chose que la psychanalyse, elle maîtrise totalement. La psychanalyse, elle a bien compris ce que c'était que le désir. La psychanalyse a plus de mal, mais les autres sont tout aussi mauvais, hein, je veux dire, mais elle a plus de mal à dire ce que c'est que l'amour. Voilà. Bien que Lacan ait quand même vachement travaillé là-dessus. Le discours psychanalytique quand même sur la féminité, se rapproche un peu du machisme. C'est le maître. Je veux dire, bon, on peut supposer qu'éventuellement ce puisse être une maîtresse, mais c'est toujours l'homme. Et il est son phallus. Je peux répondre que ça. C'est aussi évident que ça. Et toi qui es un homme, tu devrais avoir la réponse. Je me demande si tu joues pas les tenants du discours hystérique. Peut-être, mais bon, là on est sur un registre purement naturel, enfin, sauf si je confonds peut-être pénis et phallus. Oui, bah alors là, il faudrait lancer une Oui, nouvelle conférence. d'accord, concrètement, d'accord, l'homme naît avec quelque chose de plus que la femme. Mais justement, le propre de l'humanité, c'est que justement on dépasse ce stade naturel. La preuve, c'est qu'il y en a justement qui choisissent leur sexe en tant que sexualité, etc. Donc, mis à part ce fait biologique, voilà, qu'est-ce que c'est que l'homme si la femme n'existe pas, dans ce cas, l'homme non plus. Enfin, Non, c'est pas tout. On peut pas. L'homme, il existe par lui-même. C'est ça. C'est que, en fait, si tu veux, mais il faudra que je m'attaque effectivement. On fera des conférences sur la masculinité, sur la position masculine, etc. Je pense qu'on va finir par, quand on aura fini le cycle sur la féminité, qui moi me semble, hein, après c'est peut-être une position machiste, me semble plus intéressant que la position masculine. Mais on s'attaquera là-dessus. Mais ce qui est sûr, hein, c'est que le petit garçon, comme tu as été, comme j'ai été à un moment, il découvre qu'il a un truc entre les jambes, et la première question, c'est savoir qu'est-ce qu'il va en faire. D'accord ? Voilà. C'est pas une question que la petite fille se pose, puisque effectivement, elle a rien entre les jambes. Alors à ce moment-là, elle se pose pas cette question princeps, qui est la question de la masculinité. C'est qu'est-ce que je vais faire de ce truc-là ? Et dans
la quête de réponse qu'il a de cette question-là, le petit garçon, il finit par dire effectivement, ce que je vais en faire, c'est lié à autre chose, c'est lié à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, fantasmé, hein. Quelqu'un, il est toujours fantasmé. Hein. Pour un sujet, un autre sujet est toujours un sujet fantasmé. Et du coup, ça me permet de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, en tant que la femme est objet de jouissance de l'homme, c'est pas tout à fait ça non plus. C'est que la femme, elle va être objet de fantasmes de jouissance de l'homme. C'est pas un objet de jouissance tout le temps. Ça serait trop facile sinon. Non, la femme, elle est objet de fantasmes chez l'homme ou chez une autre femme de jouissance. Il faut toujours revenir de ce côté-là de l'ordre du fantasme, de l'imaginaire, de ce qui est pour l'autre. Il n'est jamais autre en tant que tel. Il est toujours autre pour un autre. C'est ce que la psychanalyse dit. On est toujours un autre pour un autre. C'est ce qui est de l'ordre de l'insupportable dans la psychose. La psychose, c'est très intéressant aussi. Hein. En tous les cas, je discutais un petit peu en off à un moment. Il y a certains témoins de cette discussion avec une femme qui osait traiter Freud de macho. Je disais, pour quelqu'un qui a passé toute sa vie à essayer de comprendre ce que les femmes voulaient, je trouve que c'est un peu lourd comme assertion, quoi. Non, je pense pas que le discours psychanalytique soit un discours machiste. Il y a des psychanalystes contemporaines femmes de très haute voltige, là, je pense notamment à quelqu'un qui a énormément travaillé sur la féminité, que j'avais déjà cité dans les conférences précédentes, qui s'appelle Colette Solaire. Bon, voilà, il suffit de ce que Lacan pense des femmes, c'est l'œuvre de Colette Solaire, et c'est très très intéressant. Bon, après, c'est pas une conférence qu'on peut faire à un public ouvert, quoi. Ça demande un travail énorme déjà en amont de compréhension des concepts, les mathèmes, tout un tas de trucs. Voilà. Je vous disais, moi j'allais quand j'étais licencié, j'allais dans des conférences psychanalytiques le week-end. Dans une matinée, je comprenais 10 phrases, j'étais content. Voilà. Le savoir lacanien, il n'est pas à la portée de n'importe qui et on ne peut pas se l'offrir comme ça. En 5 minutes, quoi. C'est dommage, mais c'est le vrai savoir. Faut pas croire que le savoir peut descendre jusqu'à nous. C'est à nous de monter jusqu'au savoir. C'est pour ça que je faisais une critique sur la vulgarisation tout à l'heure. Je connais assez peu Lacan, je le précise. Je connais assez bien Freud, un peu Dolto ou d'autres. Je suis quand même étonnée que, à moins que ce soit une vérité universelle et jusqu'à la fin des temps, cette primauté du phallus masculin, ça me paraît étrange que ça n'ait pas évolué depuis Freud. Donc, première question, est-ce que tu confirmes que les psychanalystes, fussent-ils femmes, fussent-ils de n'importe quel pays, de n'importe quelle culture, ont la même conception psychanalytique? Et puis, deuxième question, je me souviens, quand j'étais en fac, j'avais fait rire tout l'amphi en posant une question un peu impertinente, comme je n'ai l'habitude, même je suis peut-être hystérique. Donc, je crois que je suis à la recherche du savoir universel. Donc, je me rassure comme ça. Et je me souviens que j'avais posé une question à un prof de psychobato. Je crois qu'il parlait du cas d'Anna. Aide-moi. Oui. Voilà. Je ne sais plus du contexte, hein, mais enfin j'ai dit au prof, je lui dis, mais dites-moi, mais si Anna avait été un homme, qu'est-ce qui serait passé avec Freud, est-ce qu'il aurait découvert, etc. Alors, dans un premier temps, il a répondu par une boutade. Et puis, entre les deux cours, on est allé fumer une cigarette, et je vois le prof, et je lui dis, écoutez, vous avez répondu, mais ça ne m'a pas satisfait comme réponse. Elle me dit, vous touchez au nœud du problème.
un homosexuel refoulé. Si on en sait plus sur l'homosexualité refoulée de Freud, voilà. Sur celle de tous les psychanalystes. Les deux questions que j'avais envie de te poser. Mais je comprends que ça fait rire l'amphi. Est-ce que Freud était pédé sans le savoir? Bon, je sais pas quoi répondre à une telle question. Non, mais oui, moi, je me suis pas vraiment intéressé à la question de la sexualité de Freud. Hein. Je pense que son savoir était suffisamment éloquent par lui-même, sans des questions un peu de ce genre-là. Maintenant, j'ai rien lu à ce sujet. Je sais pas trop. Il faudrait peut-être reprendre les lettres qu'il a écrites à Flitz. Je peux pas trop te répondre. Bon, comme je disais toujours, c'est toujours une histoire de fantasmer. Hein. C'est toujours une histoire de fantasme. C'est ça, le phallus. C'est-à-dire qu'il y a un état du côté du réel. Mais l'interprétation que chacun fait de ce réel est différente. Moi, je me rappelle l'impression que j'avais pu avoir ici, en Nouvelle-Calédonie, au pavillon 7. Kanak, une cinquantaine d'années, très probablement de structure psychotique. Parce que derrière la psychose, il y a vraiment des choses, des merveilles à découvrir. Hein. C'est vraiment fantastique, la psychose. Et donc, ce patient, il était dans son délire, et ça, Freud l'avait déjà plus ou moins mis en avant dans son analyse du docteur Schreber, et Lacan l'a repris ensuite. Dans son délire, ce patient, il s'était pris pour une femme. Donc, le réel de son sexe le dérangeait par rapport à sa conviction intime. Il s'était émasculé. D'accord ? Donc, il avait totalement coupé. Donc, c'est privation pénienne. On coupe carrément tout le truc. Et donc, il se retrouvait au pavillon 7. Et les infirmières venaient me demander qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, parce que ce patient, il a tendance à vouloir recouper encore les peu de chair qui dépassaient de son sexe émasculé, parce qu'il avait peur que ça repousse. Donc il y a toujours quelque chose de l'ordre de la vérité de l'être humain qui se cache derrière la psychose, et c'est ça qui est intéressant. Donc pour reprendre à la question du primat du phallus, il est clair qu'il y a quelque chose de l'ordre du réel qui est là, et qui va être signifiant pour un certain nombre de sujets. Bien que la signification, dans une société moderne encore dans laquelle on est, cette signification, elle est encore peu ou prou conditionnée par des références qui sont des références culturelles. D'accord ? Donc, effectivement, pour beaucoup d'hommes, leur masculinité vient du fait d'avoir un pénis. C'est-à-dire que finalement, à partir du moment où ils ont un pénis, ils conçoivent le fait d'avoir un phallus, ce qui est un peu différent. Si on change, le pénis, il est du côté du réel, le phallus, il est du côté du symbolique et de l'imaginaire. Donc ça veut dire qu'on attribue au fait d'avoir un pénis quelque chose qui est ce que tu appelles un primat ou une survalorisation de son être par rapport au fait que l'autre étant la femme, n'en est pas. Dans la psychose, ce qu'on voit chez le président Schreber, mais chez le patient dont je fais référence, comme chez d'autres, c'est ce que Lacan il a conceptualisé comme le pouce à la femme. Le pouce à la femme. Ce pouce à la femme-là, il est fantasmé de façon totalement délirante chez le président Schreber quand il s'imagine être la femme de Dieu subissant l'accouplement. Tu vois ? Et ça, on est dans cet ordre-là. Alors, je sais que je réponds de manière totalement incomplète à ta question, mais les analyses aujourd'hui encore, du côté de la psychose, comme du côté de la névrose et du côté de la perversion, c'est encore plus flagrant du côté de la perversion, je ne peux pas y revenir là,
mettent en avant, mettent en évidence qu'il n'y a pour la psychanalyse, c'est-à-dire pour l'ensemble des sujets, qu'un seul sexe. Il n'y a qu'un seul sexe. Quand je parle d'un seul sexe, c'est pas du sexe réel, mais c'est bien du sexe symbolique et du sexe imaginaire. Il n'y en a qu'un seul, c'est le phallus. Soit tu l'as, soit tu l'as pas, et quand tu l'as pas, tu l'incarnes. Donc le phallus étant incarné comme position de désir. C'est-à-dire c'est le phallus qu'on désire. Donc tu incarnes le désir. C'est la position féminine. C'est pour ça qu'on parle de corps phallicisé chez la femme. Chez la femme, on parle de corps phallicisé. Des cheveux jusqu'aux ongles des pieds qui sont faits. Voilà. Corps phallicisé. Je ne cautionne pas le fait que la psychanalyse puisse être remise en question à l'heure actuelle. Mais pas pour les mêmes raisons qui apparaissent comme les tiennes. J'ai presque envie d'être popperien, comme Karl Popper. Karl Popper, qui est donc un grand épistémologue qu'on connaît tous, qui dit oui, la psychanalyse, faut arrêter avec ces conneries, c'est pas une science. Oui, c'est vrai, la psychanalyse n'est pas une science. Voilà, c'est dit. Et alors, est-ce qu'on est obligé d'être une science pour porter un discours de vérité? Non. Et ouais, c'est ça, c'est tout l'intérêt de la psychanalyse, c'est que c'est pas une science. Donc à partir du moment où on n'est pas une science, on n'a pas vocation à être objectif. Et on n'a surtout pas vocation à être objectif à partir du moment où on essaye de traiter du sujet. Parce que si on est objectif, l'objectivité nous pousse à refouler le sujet hors de notre champ de compréhension conceptuelle. Donc du coup, la science, elle fait échec. Elle est dans l'échec quand il s'agit de traiter du sujet. La psychanalyse, non. La psychanalyse, elle s'en fout d'être scientifique. Par contre, ce qui intéresse la psychanalyse, c'est, comme la science, d'être du côté du savoir universel. Et ça veut dire que, méthodologiquement, la psychanalyse, elle se dote des outils qui sont les outils de la science, qui sont les outils de n'importe quelle rhétorique de pensée un tout petit peu sérieuse. Voilà. Donc, oui, Karl Popper, mais récemment, comment il s'appelle, Michel Onfray ont tout à fait raison dans leurs attaques sur la psychanalyse, mais ils ont tort dans les conclusions qu'ils en tirent. C'est ça le problème. C'est que ils ont pas compris encore ce que c'était que le savoir. C'est ça qui est dommage. Voilà, on est allé loin par rapport à l'hystérie et la féminité. Bon, on va peut-être arrêter là. Je crois qu'il reste un peu de punch, à moins qu'il y ait des interventions. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir été courageux.